La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Conseil supérieur de la magistrature veut permettre à tous les Togolais de maîtriser le contenu du guide de droits et obligations des justiciables. Une stratégie pour redorer le blason de la justice togolaise. Et puis, l'ambassade des États-Unis au Togo va en guerre contre les mauvaises informations ou les fake news. Pour cela, elle outille les journalistes à pouvoir différencier le vrai du faux. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le Conseil supérieur de la magistrature poursuit sa campagne de vulgarisation de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat et du guide des droits et obligations des justiciables. Et ce mercredi, ce sont les populations du canton d'Aplao-Sagbado qui ont découvert le contenu du guide, ceci pour venir à bout des mauvaises interprétations et applications de la loi au Togo. Rufine Komaplo et Sonia Aminiko. Le non-respect des valeurs régissant la fonction des magistrats, le manque d'information des justiciables sur leurs droits. Ce sont là quelques insuffisances auxquelles font face la justice togolaise. Une situation qui préoccupe beaucoup le Conseil supérieur de la magistrature, d'où la nécessité de cette campagne de vulgarisation de la directive sur l'éthique et la déontologie du guide des droits et obligations du justiciable afin d'amener les magistrats à un éveil de conscience pour plus de professionnalisme dans leur métier. Pour ce qui concerne les magistrats, des règles communes ont été définies à leur égard et il est dit qu'ils ne doivent en aucun cas s'écarter de leur serment. Serment selon lesquels ils jurent de bien fidèlement accomplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. À l'endroit des juges du parquet, le principe cardinal de la subordination hiérarchique est rappelé. Le justiciable, pour ce qui est de ses droits, il y a le droit d'accès à la justice. Il y a le droit de se faire assister d'un conseil. Il y a le droit à la présomption d'innocence. Il y a le droit de dénoncer le magistrat indélicat. Institué le 27 septembre 1992, le Conseil supérieur de la magistrature veut œuvrer pour la recherche de solutions aux revendications formulées par les magistrats togolais et surtout à l'amélioration de leurs conditions de travail. Et nous poursuivons avec ce communiqué de la CENI. À présent, la Commission électorale nationale indépendante se félicite de ce que le 53e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Lomé le 31 juillet 2018 a abordé la situation socio-politique au Togo, notamment l'exhortation à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. La CENI va s'atteler à mettre en œuvre toutes les dispositions pour remplir sa mission d'organisation et de supervision des consultations électorales dans le respect de la Constitution et du Code électoral. À cet effet, la CENI a repris ses activités en vue de l'installation de ses démembrements et de la préparation du recensement des électeurs pour disposer d'un nouveau fichier électoral. La CENI salue l'instruction donnée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à la commission de l'institution pour l'appui et l'expertise technique dans l'organisation et le déroulement des prochaines élections.
Elle invite les parties prenantes et l'ensemble de la classe politique togolaise à œuvrer à la réussite du processus électoral dans un esprit d'équité et de transparence. Le contenu du nouveau document cadre du système national de la planification a été partagé ce mercredi à Lomé avec les acteurs impliqués dans le processus de planification et du développement. Il s'agit d'un document qui vient entre autres harmoniser les méthodes techniques de planification dans le pays. Les précisions avec Delphine Pignadi et Nathalie Banégué. Le Togo, dans la dynamique de systématiser et de standardiser les pratiques en matière de planification, d'ancrer dans les pratiques les changements de paradigme et de renforcer les capacités de pilotage du développement, se dote d'un nouveau cadre harmonisé et opérationnel de planification pour assurer de manière efficace et efficiente la gestion de son développement. C'est ce document cadre qui est disséminé ici. Il y a quelques années, il y avait un peu d'anarchie dans la pratique de la planification. Nous allons parler des documents qui étaient élaborés par les ministères sectoriels et les institutions qui ne respectaient pas les normes. Je vais parler qui ne suivaient pas la méthodologie qui a été adoptée par le gouvernement. Cette méthodologie veut que tous les documents sectoriels en termes de politique et stratégie ont la même forme méthodologiquement, même si les contenus sont différents. Alors c'est pour cela que nous avons voulu que ce document soit approprié par tous les acteurs et faire en sorte que nous parlons le même langage. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons un nouveau paradigme qui est arrivé, les ODD, que tout le monde comprenne et que tout ce que nous faisons, nous alignons cela à cette approche qui est plus globale et qui fait en sorte que nous parlerons de développement durable et non plus de développement sectoriel, mais de développement intersectoriel. Si vous voulez parler de la santé, il faut parler de l'eau, il faut parler de l'hygiène d'assainissement. C'est de faire en sorte que cette intersectorialité arrive à englober tout ce que nous avons comme problème sur le terrain. Ce nouveau système national de planification du Togo est le résultat du Forum national sur la planification organisé en octobre 2014. À la suite de ce forum, le ministère a élaboré et diffusé le guide méthodologique d'élaboration des politiques publiques pour renforcer les outils de gestion du développement. Il a aussi réalisé une étude diagnostique dans tous les ministères en vue d'identifier les besoins en renforcement de capacités en matière de planification. Ce n'est plus un secret, le phénomène des fausses nouvelles constitue une grande menace pour la sécurité et la consolidation de la démocratie dans plusieurs pays à travers le monde. Le phénomène suscite à tous les niveaux un intérêt et mobilise les acteurs de développement. Et les journalistes, les acteurs censés faire la part des choses et donner les vraies informations sont à l'école des outils et moyens devant leur permettre de distinguer le faux du vrai. C'est une formation à mettre à l'actif de l'ambassade des États-Unis au Togo et le projet est dénommé 7 semaines dans les fake news. Les précisions avec Augustin Kossi. Des images, des mots, des messages qui se partagent rapidement à travers les réseaux sociaux mais qui véhiculent de fausses nouvelles. On les appelle des fake news. C'est un nouveau phénomène qui emballe tous les internautes et qui consiste à recevoir les informations et à les partager sans y avoir réfléchi. Il prend de plus en plus de proportions inquiétantes au point que les professionnels des médias même y tombent. Le fake news, c'est une fausse information et que les gens fabriquent délibérément et diffusent. Ils essaient de distiller ça au sein de l'opinion pour des objectifs précis. Il y en a qui le font juste pour le plaisir, d'autres pour nuire à une tierce personne. Une fake news peut déclencher une guerre. Et ça, beaucoup ne mesurent pas encore ce côté de la chose et c'est pourquoi il est toujours bon de sensibiliser les gens, de former les gens et afin qu'ils prennent conscience du danger que représentent les fake news. Nous allons essayer de montrer un peu l'anatomie d'une fake news. Nous allons essayer de voir un peu ce qui motive les gens à créer des fake news et nous allons voir les dangers liés à la propagation de ces fake news. Des conséquences qui vont jusqu'à mettre en péril des vies humaines selon l'ambassade des États-Unis au Togo. Et elle veille au gré en initiant cette formation des journalistes de radio et presse en ligne au Togo. La démarche est soutenue par la HAC,
haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le plus grand danger aussi, c'est que ces informations sont reprises intégralement dans les médias. C'est en cela que ça nous interpelle, nous, en tant que haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, parce que cette façon de travailler viole totalement les règles de la profession. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne doit pas être considéré comme de l'information. À notre niveau, dans le cadre de la prise en compte des médias en ligne, au niveau des textes réglementaires, notamment le code de la presse, il a été fait clairement la distinction entre la presse en ligne et les réseaux sociaux. C'est très important pour les journalistes de savoir quelle est la différence entre les informations vraies et les informations fausses. Parce que vraiment, la diffusion de fake news et la désinformation, c'est une menace à la démocratie. Parce que la démocratie dépend des informations vraies et que les gens aient la confiance aux informations pour décider, parce que ça peut provoquer les gros problèmes dans la société et même ça peut être dangereux. Ce qui va permettre à ces hommes des médias, d'une part, de mesurer la dimension et les conséquences des fake news et d'autre part, de vérifier les informations avant toute diffusion pour l'avènement d'une presse professionnelle et crédible au Togo. Et direction Kara à présent, où une conférence débat est organisée au profit des jeunes des partis politiques et de la société civile de la ville. Rencontre initiée par le Centre d'observation et de promotion de l'état de droit qui entend ainsi attirer l'attention des jeunes sur la culture du leadership politique respectueux des institutions de la République et privilégiant le dialogue en toutes circonstances. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour. Après avoir entretenu les jeunes des partis politiques, de la société civile de la région de la Kara, de même que les étudiants de l'université de Kara sur l'instabilité institutionnelle et sécurité en Afrique de l'Ouest, processus électoraux et décentralisation, élections locales et enjeux et valeurs des processus électoraux dans une situation de crise qu'a du Togo, le Centre d'observation et de promotion de l'état de droit a fait appel aux responsables de l'Alliance pour la défense de la patrie, une organisation de la société civile du Burkina Faso, pour exposer un autre thème au même groupe cible. Il s'agit du thème « Enracinement de la démocratie et contestation citoyenne en Afrique de l'Ouest » cas du Burkina Faso. Nous sommes venus nous entretenir avec la jeunesse togolaise pour leur dire de faire attention à tout ce qui se dit. Parce que du Burkina Faso, nous entendons dire que bon, il faut copier l'exemple du Burkina Faso. Il y a eu une révolution au Burkina Faso, il faut que ce soit le cas au Togo. Donc on leur dit de faire très attention parce que nous avons fait une insurrection populaire au Burkina Faso que nous regrettons aujourd'hui. La promesse faite aux jeunes n'est pas au rendez-vous. On avait dit avant l'insurrection aux jeunes que bon, après le départ de Blaise Compaoré, vous aurez du travail, vous aurez de l'emploi. Aujourd'hui même, les taux de concours publics sont en baisse de jusqu'à 60% dans notre pays. Aujourd'hui, ceux qui sont venus à travers une insurrection populaire ont voté des lois pour ne plus permettre aux jeunes de pouvoir revendiquer. Donc, au vu de tout ce qui arrive au peuple burkinabé aujourd'hui, il était de notre devoir de faire comprendre à la jeunesse, faites attention à ce qu'on vous raconte. À la lumière des échanges, nombreux sont les participants qui sont repartis assez édifiés avec des leçons à retenir. Le partage avec l'expérience burkinabé nous permet, nous la jeunesse particulièrement, de pouvoir tirer des leçons et ne pas peut-être se lancer les yeux fermés dans la révolution et à la fin finalement se retrouver déçus. Et donc au lieu plutôt d'emprunter la voie révolutionnaire, nous ferions mieux de prendre responsabilité et d'emprunter les voies légales et les voies légitimes pour pouvoir aboutir à un bon processus. Ce que j'ai pu retenir est que la jeunesse devrait éviter la violence. La jeunesse devrait prendre conscience et éviter de faire le suivisme. Analyser les situations avant de vouloir réagir. Après Kara, le Centre d'observation et de promotion de l'état de droit a mis le cap sur Sokode pour la même cause. Le COPED va finir sa campagne avec l'étape de Lomé. Son attente est de voir émerger une nouvelle génération d'hommes politiques avec un leadership devant favoriser l'enracinement de la démocratie au Togo.
Et à Lomé, les jeunes entrepreneurs découvrent depuis ce matin les éléments de base nécessaires pour mieux se lancer dans la création de leur entreprise. Et c'est à la faveur de la 8e édition du mercredi de l'entrepreneur de l'Agence nationale de promotion des garanties de financement des petites et moyennes entreprises ANPGF. Au sortir de cette séance d'information, ces opérateurs économiques seront à même de mener des projets porteurs et disposer de meilleures connaissances des mécanismes en faveur de l'entrepreneuriat au Togo. Sergine Raimondo, Christine Pétcheki-Alodé. De l'idée à la création de son entreprise, il existe des étapes comme l'initiation, la préparation, puis le démarrage et la consolidation. Tout jeune entrepreneur, pour mieux prospérer, devra aussi être bien outillé sur le concept d'entreprise et ses contraintes. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises ANPGF a choisi de former ces jeunes entrepreneurs sur les étapes et opportunités en relation avec les allègements mis en œuvre par l'État. L'État a décidé d'octroyer aux jeunes et aux femmes 20% des marchés publics. Il faudrait donc être sous forme d'entreprise, de mini-entreprise ou bien de moyenne entreprise pour pouvoir postuler à ces marchés et pouvoir en bénéficier. Sur un autre plan, le gouvernement a permis des allègements fiscaux, des facilités de création d'entreprises. Nous sommes ici à la Chambre de commerce où il y a le centre de formalité des entreprises. Avec 29 500 francs maximum, on peut créer une société à responsabilité limitée. L'ANPGF veut aussi aider les jeunes qui sont dans le secteur agricole à formaliser des entreprises, ce qui leur permettra de bénéficier des mesures incitatives de financement dans ce secteur. Ce rendez-vous leur donne l'occasion également de déceler les erreurs à éviter afin de créer des entreprises pérennes. Il ne faut jamais être sûr de soi-même et il faut prendre des risques. Un des problèmes, les entrepreneurs confondent leur patrimoine avec le patrimoine de l'entreprise. Depuis 3 mois, l'ANPGF a intégré au programme des mercredis de l'entrepreneur une plage de quelques minutes pour promouvoir les produits de certains jeunes entrepreneurs, d'où l'opportunité offerte aux promoteurs du bouillon de Cube AfriCube de faire connaître son produit Made in Togo. Ce communiqué conjoint pour le rappel de l'opération de collecte de données sur les activités économiques dans la ville de Lomé. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé rappellent qu'afin d'actualiser les données en sa possession, le ministère de l'économie et des finances, par le biais de l'Office togolais des recettes OTR, organise en collaboration avec la commune de Lomé une opération de recensement de toutes les activités économiques formelles et informelles dans la ville de Lomé depuis le 28 mai 2018. Opération qui se poursuivra encore pour quelques semaines. Pour faciliter le travail des agents recenseurs qui seront identifiés par le port d'un badge, il est demandé à la population cible de leur réserver un bon accueil et de répondre en toute sincérité aux questions qui seront posées. Le ministre de l'économie et des finances, son collègue de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, celui de la sécurité et de la protection civile et le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé compte sur le civisme de tout un chacun en vue de l'heureux aboutissement de ce projet et remercie d'avance la population pour sa bonne collaboration. En 2014, le Togo a intégré le projet Coton 4. C'est un projet à travers lequel le Brésil accompagne 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le nôtre. Ceci dans la recherche et l'appui technique pour améliorer la production de l'or blanc. Découvrons ce soir justement le procédé même du Coton 4. Et c'est un dossier signé Yves Agbivivi. Nous sommes dans un champ de coton dans la localité de Kolokopé.
Un champ expérimental conduit par des chercheurs de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA sous la supervision des experts et chercheurs de l'Agence brésilienne de coopération et de l'entreprise brésilienne de la recherche agropastorale. Des recherches qui s'effectuent dans le cadre du projet Coton 4+ Togo et qui ont pour objectif de montrer aux cotonculteurs togolais et aux techniciens de la nouvelle société cotonnière du Togo l'expérience brésilienne relative à la culture du coton, notamment le semis sous couverture végétale. Le projet Coton 4+ Togo et Brésil a été élaboré pour aider les pays membres, donc le Bénin, le Burkina, le Mali et le Tchad plus Togo, à faire en sorte que les contraintes qui limitent la productivité de notre filière cotonnière soient levées. Et l'une des contraintes majeures, c'est la baisse des rendements liée à la dégradation des sols. Et maintenant, le projet Coton 4+ Togo a élaboré les techniques pour restaurer la fertilité de nos sols et faire en sorte que ce sol soit durablement exploité. Mais en quoi consiste la pratique du semis sous couverture végétale et quels en sont les avantages? Compte tenu de l'état de nos sols qui se dégradent très rapidement, il faut l'année précédente, en mettant une culture vivrière telle que le maïs, vous mettez dans le maïs certaines plantes de couverture choisies spécifiquement pour leur intérêt. Et en l'autre campagne, vous brûlez ces plantes de couverture avec de l'herbicide et vous semez directement votre coton sans labour. Ça permet de conserver l'humidité du sol pour faire profiter aux cotonniers. Ça permet de casser le sol pour que les racines cotonnières puissent aller en profondeur chercher les éléments minéraux. Ça permet d'augmenter la matière organique qui est un élément important pour la fertilité des sols. Dans cette formation, l'accent a été également mis sur la recherche de bonnes variétés, la fertilisation des sols, le maintien de l'eau sous la plante et les mesures pour permettre aux racines de se développer latéralement et en profondeur en vue d'un meilleur enrichissement du cotonnier, sans oublier la lutte intégrée contre les ravageurs. Si on met les plantes de couverture l'année précédente qui essaient de casser la structure du sol pour le rendre plus accessible par les racines du cotonnier, quand nous mettons le cotonnier l'année précédente, les racines vont plus en profondeur. Alors que s'il n'y a pas ce précédent de plantes de couverture, les racines vont se limiter dans les 20 cm de la surface. Alors que maintenant, ça peut aller jusqu'à 60 cm. Donc la possibilité de trouver plus d'éléments minéraux, s'alimenter. Et quand il y a un peu de sécheresse, trouver de l'eau en profondeur pour alimenter la plante. Environ 100 producteurs et techniciens togolais ont pris part à la formation et aux journées portes ouvertes destinées à la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. Pour les bénéficiaires de cette formation à mi-parcours, l'effet sur les productions prochaines sera significatif. Du fait de semer direct sur les plantes de couverture végétale, ça va nous aider à améliorer la production et puis à agrandir notre superficie. À l'apothéose des journées portes ouvertes du projet Coton 4+ Togo, tenu au centre de recherche de l'ITRA à Amoudjou et où le préfet de Logou, Edo Akako, a présidé la cérémonie au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, l'ambassadeur du Brésil au Togo, Antonio Menezes, a salué l'esprit d'ouverture et la discipline des Togolais. Nous étions en train de visiter les champs. On a reçu un appel téléphonique du Brésil, de M. Di Stefano, le coordonnateur général du projet. Et il nous a dit justement de remarquer cela. Le Togo est le pays qui est arrivé dans la deuxième phase, mais l'organisation du projet ici, dans votre pays, est parfaite. Toutes les expériences... Les plantations, tout ce que nous a montré ici, ça va dans le sens même de la coopération sud-sud, de penser ensemble pour le développement de nos pays. 12 participants à la formation, dont 2 femmes, ont reçu leur certificat de formation aux bonnes pratiques agricoles sur le coton à l'occasion de la visite des champs d'expérimentation du projet Coton 4+ Togo.
Et au Togo, c'est la NSCT qui coordonne la production de l'or blanc. Et la nouvelle société cotonnière du Togo a justement procédé à la remise d'attestation de reconnaissance à 14 de ses agents admis à la retraite. Et c'est un acte par lequel la société leur témoigne ainsi sa gratitude pour leur engagement et abnégation à la tâche. Sylvain Abdou pour le compte rendu. Ils le reçoivent des mains du directeur général de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, des attestations de reconnaissance pour leur service rendu à la filière cotonnière après plusieurs années de carrière professionnelle. Cette marque de reconnaissance est donc un engagement pour saluer leurs multiples actions, leurs mérites et leur dévouement durant leur parcours et féliciter pour la même occasion le fruit de leurs efforts. Je suis très émotionné par l'organisation qui vient d'être faite pour nous honorer durant tout ce long cheminement fait d'embûches, mais nous sommes sortis victorieux. Ils sont en tout 14 acteurs engagés à être admis à la retraite. À travers cette cérémonie sobre mais pleine de sens, la NSCT veut donc les honorer et valoriser l'admission à la retraite pour permettre à ce personnel de connaître une meilleure fin de carrière professionnelle. Ces cérémonies permettent à la jeune génération de donner le meilleur d'elle-même, cette jeune génération, de faire en sorte de travailler à se dépasser, à se surpasser, et surtout en ce moment précis où la filière cotonnière togolaise s'est inscrite à travers les orientations des plus hautes autorités de ce pays dans une vision stratégique qui voudrait que d'ici 2022, il puisse être réalisé 200 000 tonnes. C'est la 5e fois consécutive que la NSCT renoue avec cette tradition. Ces récipiendaires sont repartis non seulement avec des attestations qui constituent un souvenir, mais aussi des enveloppes financières et bien d'autres lots. L'actualité hors de nos frontières est marquée ce mercredi par le choix en République démocratique du Congo du futur candidat de la coalition au pouvoir PPRD pour la présidentielle de décembre prochain. Et c'est l'un des proches du président Joseph Kabila qui a été choisi. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani Chadari. Il a été choisi ce 8 août, jour de clôture des dépôts de candidature pour le scrutin présidentiel prochain. Et puis en Côte d'Ivoire, le procureur a signé l'ordre de mise en liberté de Simone Gbagbo. L'ex-première dame ivoirienne est rentrée chez elle en début d'après-midi. Et comme vous le voyez sur ces images, elle a été accueillie par une immense foule de partisans. L'ancienne première dame, amnistiée par le président Ouattara il y a 2 jours, comme 800 autres personnes, était incarcérée depuis 7 ans. Simone Gbagbo avait été condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010 à 2011 dans son pays. Retour en page nationale et direction maintenant d'Apan, où après 9 mois de formation, 280 élèves de l'école normale d'instituteurs ENI de Dapan ont reçu leur certificat de fin de formation. Ils sont désormais enseignants et vont se lancer sur le terrain. Désiré Aloï. 9 mois de labeur couronnés par la remise de certificats de fin de formation des élèves normaliens de l'ENI de Dapan. Ils sont désormais aptes donc et seront lancés sur le terrain pour la pratique. Renforcer le corps enseignant dans sa mission, celle de donner un enseignement de qualité aux apprenants. Ça n'a pas été facile, mais cette récompense à la fin m'a dit qu'il faut toujours croire en soi et que seul le travail garantit le succès dans la vie. Et vraiment, je relèverai le défi de l'éducation de qualité dans notre pays. Les premières journées, nous étions un peu frustrés, mais après le stage d'imprégnation, l'administration des modules, les cours d'essai et notre stage que nous avions eu à faire pendant 3 mois, nous a permis de nous mettre dans le bain de l'éducation. Je tiens sincèrement aussi à remercier mes parents qui m'ont soutenu et à l'administration de l'ENI d'Apan. À l'ENI de Dapan, 280 inscrits ont réussi et sont désormais appelés enseignants. Sur toute l'étendue du territoire national, ils sont des centaines. L'excellence et le travail bien fait doivent les guider dans leur carrière. Plus que la joie, c'est l'allégresse générale qui m'anime, parce qu'après 40 semaines de formation, nous avons pu évaluer nos élèves
chacun ressort avec une attestation. Je sais, en tant qu'inspecteur, qu'il y a un besoin réel sur le terrain. Quand cette équipe-là va sortir, ça va combler les attentes des populations qui ne cherchent qu'à avoir 6 enseignants par école. Je vais demander aux plus hautes autorités du pays de tout faire pour lancer toujours le concours parce que le besoin se fait crucial sur le terrain. Dans leurs écoles respectives d'affectation, ils ont la lourde tâche d'encadrer l'élite de demain. Une relève bien éduquée et instruite à la base. Et toujours dans les savanes, des centaines de cas de cataracte sont traités depuis le 6 et ce jusqu'au 11 août prochain à Naki Est dans la préfecture de Penjal Ouest. Un projet à mettre à l'actif du 4e vice-président de l'Assemblée nationale en collaboration avec l'ONG américaine International Humanity First. Nous retrouvons Désiré Aloï sur place. L'honorable docteur Étienne Bariché de UNIR, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, au secours des populations nécessiteuses de Naki Est. Du 6 au 11 août, une campagne de dépistage d'opérations chirurgicales gratuites des cas de cataracte dans la zone. Une action de bienfaisance pour donner espoir aux populations démunies de Naki Est. Un projet de l'honorable matérialisé par l'ONG internationale Humanity First. Nous sommes venus pour le dépistage et la prise en charge et puis l'opération de la cataracte aux populations. C'est le but pour lequel nous sommes venus à Naki Est aujourd'hui. Et il doit y avoir toujours des gens qui sont soucieux du bien-être de la population qui les a élus. Lui, c'est un député. Il nous a approchés, l'honorable a bien fait. Pour l'honorable docteur Étienne Bariché, c'est un besoin, un choix judicieux afin d'accompagner le chef de l'État dans son plan d'action sociale. Vous savez, la vue, c'est la vie. Et nous savons que au sein de cette préfecture, nous avons beaucoup de parents qui sont malvoyants. Et pour l'essentiel, c'est des cas de cataracte. Le problème de vue, c'est un problème de santé publique. Et c'est vraiment pour cette raison que nous avons pris à cœur de chercher les voies et moyens afin d'aider nos parents à recouvrer la vue. Quelqu'un qui est malvoyant, qui recouvre la vue, c'est une nouvelle vie qui commence. Ça lui permet de participer au développement du pays. Mais aussi, c'est une occasion pour moi de remercier une fois de plus le chef de l'État, sans qui tout ceci n'aurait pu être fait. Nous savons que cette action s'inscrit dans le mandat social du chef de l'État, les actions à l'endroit du secteur de la santé, qui permettent une fois de plus à nos populations de comprendre et de savoir à quel point elles sont très chères à l'endroit du chef de l'État. Pour nous ici à Penjal Ouest, les actions du chef de l'État sont innombrables et nous savons que ça va continuer et tout ce que nous pouvons dire, c'est de le rassurer quant aux échéances à venir. À Naki Est, dans la préfecture de Penjal Ouest, environ 200 cas de cataracte seront traités pour être en phase avec l'objectif visé par le projet. L'honorable Étienne Bariché de UNIR est à sa énième action dans la zone pour répondre aux préoccupations du parti et de son président fondateur, Faure Essozuna Nyazingbe, président de la République. L'ONG internationale Humanity First, basée à Londres, œuvre dans la formation professionnelle, assistance en dons, intervention dans les catastrophes et autres. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, notamment du côté de Naki Est. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.